C'est superbe. Toujours recommencer, année après année. Se servir des expériences pour affûter ses compétences. La rotation, elle est là. Grandir en même temps que l'orage. Faire avec ses humeurs et avec les humeurs de chacun. Pas faire n'importe quoi sur un carrefour. Ouais, sauf qu'il y a la tornade à ça. Apprendre à le connaître et à se connaître. Admirer, profiter, contempler, sans jamais se lasser. Sans jamais se lasser vraiment. Quand je me penche sur tout le chemin parcouru, je me demande si la magie des débuts est encore là. Ou si elle est rincée par le temps. On dit qu'un mariage, ça s'entretient. Alors comment maintenir la flamme de ma relation avec les orages? On a vraiment une alimentation très forte qui rentre, on a le vent dans notre dos. Est-il possible de trouver un second souffle au bout de 20 ans? De se reconnecter avec les sensations des premières fois? Yes, man! Yes! Une raison de continuer à faire ça après avoir vu tant de choses exceptionnelles. Oh putain, elle est au sol, elle est au sol! C'est incroyable ce qui se passe. Qu'est-ce qui pourrait me pousser à revenir encore et toujours dans la Tornado Alley? C'est notre premier jour de chasse. On a plein de petits nuages sympas qu'on appelle cumulus. Je sais pas pourquoi je chuchote. Donc là, je suis à fond sur celui-là. Là. Je crois que c'est ça là qui va se développer. Là. Ouais, il y a des chances. L'hiver dernier, j'ai reçu un email d'un certain Émeric qui me disait qu'il avait découvert mes vidéos et qu'il appréciait ce que je faisais. Ce certain Émeric, en fait, je le connaissais très bien puisque j'étais déjà abonné à sa chaîne YouTube depuis pas mal de temps. Hey guys, this is Émeric. Welcome back to a new video. Pourtant, Émeric n'était pas chasseur de tornades. Mais il excellait dans une technique dont on a fortement besoin sur la route des orages. Je suis un photographe time-lapse, c'est-à-dire que je prends des séquences de photos et puis je crée un time-lapse vidéo à la fin pour avoir cette impression que le temps passe vite. Émeric a quitté la France il y a plus de 10 ans pour s'installer à Los Angeles. Alors soyez sympa et pardonnez-lui ses quelques hésitations de langage. Oh, je suis en train de tourner aujourd'hui. No, English, sorry. I'm shooting a day tonight now. Donc ça fait depuis 10 ans déjà que je me focalise vachement sur les villes. Et il m'est arrivé de tomber sur des tempêtes, des orages en pleine ville. But it's raining crazy over there, so I want to make it to my spot. Ça me donnait un petit peu d'adrénaline, ça m'excitait plus que d'habitude en fait. This rainbow is amazing. Wow. Donc un jour, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller plus loin dans cette aventure et essayer d'aller directement là où justement il y a des tempêtes de malade mental, c'est-à-dire ici dans l'allée des tornades. Vous savez que je voulais pas le faire tout seul dans le sens où ce genre de tempête ça peut être assez dangereux. On s'est rendu compte qu'en fait on venait du même endroit en France. On vient tous les deux du Maine-et-Loire et encore pire, enfin encore pire ou encore mieux, je sais pas, on a fait nos études vraiment dans la même fac. Donc quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit waouh, il y a quand même un petit signe du destin là pour nous rapprocher. Il y a peut-être moyen qu'on doive faire quelque chose ensemble. Et puis voilà, 4-5 mois plus tard, on est ici au Texas. Après Chris, il y a quelque chose qui se forme juste là. Quelque chose, une super cellule, c'est ça? Un orage déjà. Un orage qui peut se former juste devant. Et on aperçoit le paysage un peu flou dans le fond, donc c'est qu'il y a un rideau de pluie qui est en train de s'intensifier. Donc s'il y a quelque chose qui se forme, ce sera sans doute sous ce noyau-là. C'est bon signe pour le moment? Ouais, c'est plutôt bon signe. T'en penses quoi alors Chris? Bah là notre orage il se développe tranquillement, mais un peu trop tranquillement, alors qu'à l'est il y a une autre cellule qui prend plus de gouache. C'est mieux qu'un orage se développe plus rapidement, c'est ça? Bah ouais, quand ça explose très vite, c'est qu'en général il y a un gros potentiel là où il est, et ce sont souvent ces cellules-là qui se renforcent le plus. Et où il y a une cinquantaine de kilomètres de nous, un orage plus intéressant apparaît au radar.
c'est le moment d'être réactif. Cap vers l'est avec un nouveau coéquipier et un nouvel objectif, une sorte de grand saut dans l'inconnu. Mais est-ce que c'est pas ça l'aventure? Christophe, lui, ça fait plus de 10 ans qu'il chasse les tornades. Il sait quel type de nuage va créer quel type de supercellule, par exemple. On voit les cumulus qui rentrent comme ça. Et moi, dans un autre côté, je sais comment créer des timelapses depuis plus de 10 ans. Je sais ce qui va marcher, je sais anticiper les nuages pour aussi savoir se mettre au bon endroit. Pour faire du timelapse photo, on a quand même besoin de rester à un même endroit assez longtemps. Donc ça m'oblige à vraiment voir les routes qui vont permettre d'intercepter l'orage dans la demi-heure ou l'heure qui suit. Et dans cette région très pauvre en route, ça voulait dire déjà 1h30 de trajet vers notre spot suivant, bien à l'avant de la supercellule. De quoi? En plus de ma Mathus au-dessus là. Oh la vache, yes! Oh my god, yes! Sur une tornade aujourd'hui, ce serait cool. On s'est arrêté le long de la route là. Les voitures roulent à 80 miles par heure, là, donc c'est 130. Donc on fait attention quand même, mais on n'avait pas d'autre option en fait, parce que notre truc il est juste là. On n'avait vraiment pas le choix. Forte rotation dans la cellule. On est en train de prendre vraiment une très belle allure de supercellule là, et au radar on voit que ça tourne très fort. Donc là on a un dipôle assez marqué, comme on dit, rouge-vert, qui montre que ça tourne, il y a un mésocyclone et donc en soi ça pourrait former une tornade. Donc là clairement la supercellule se renforce, il n'y a aucun doute, à la fois au radar et à la fois sur les stories Instagram de mes potes qui sont plus près de la cellule. De loin, la rotation de l'ensemble est tout aussi évidente. C'est pas une tornade le truc à droite là? Mais ce qu'Emeric prend pour une tornade est en fait une bande d'alimentation dont l'axe de rotation est plutôt horizontal. Ce faux semblant ne doit pas nous faire oublier le problème principal. Cette supercellule que j'imaginais voir progresser vers l'est ou à la rigueur le sud-est avait en fait bifurqué plein sud, nous obligeant à revenir légèrement en arrière. Une 50aine de kilomètres quoi. Oh! Pour le bel impact. Putain, mais je regardais même pas, je l'ai vu. La structure, on commence à bien la voir. Dans un sens, ça fait partie du jeu, hein. C'est le pays qui est grand, qui est comme ça. Mais je pensais pas que ça allait être autant de conduite et de route, dans le sens où parfois il fallait faire 100 miles dans l'autre sens qu'on venait de faire juste pour aller devant la supercellule et essayer d'avoir encore une fois une belle composition. Oh, oh, j'ai vu les deux là. Oh, holy. Pardon, je vais arrêter de faire ça, mais mec, je suis super excité là. Juste de les voir. C'est pas une tornade là-bas? Non, c'est toujours des fractus. Moi je vois des tornades partout. Le petit inconvénient, c'est qu'on va tomber sur des travaux, comme il y en a également beaucoup dans les grandes plaines, des travaux avec une seule voie de circulation, donc c'est circulation alternée. Putain, ça peut durer 10 minutes ce truc-là. On apercevait juste des coups de foudre tomber juste derrière les montagnes et nous on était là bloqués sur la route à rien pouvoir faire. Ça a été assez terrible. J'ai envie de pleurer. One eternity later. 10 km de travaux plus tard, on arrive à peine à se rapprocher du méso. C'est vraiment pas de bol, mais un truc de malade mental. Et y a pas une espèce de tuba là qui descend? Non, ça c'est les rideaux de pluie ça. Ah merde. Je pense que c'est ça que tu vois. Je suppose que c'est ça que tu vois. La première fois que je suis parti vivre mon rêve en 2011, moi aussi j'avais débarqué avec une naïveté parfaite. Malgré déjà pas mal de saisons sur les routes françaises, mes compétences en sciences orageuses rasaient autant le sol qu'un nuage mûr prêt à poser sa tornade. Ça va être monstrueux, elle va être monstrueuse cette tornade. Autant dire que j'étais sérieusement dépendant du savoir-faire de mes partenaires de chasse pour m'infliger la claque que je méritais en atterrissant aussi peu préparé. Je crie à tue-tête dans la chambre « High risk pour today ». On me demande souvent comment j'ai appris à chasser les orages. Ces deux gars y sont pour beaucoup. Un encadrement précieux entre l'expérience terrain de Vincent et l'expertise atmosphérique de Tony. Le RF2 vient s'enrouler autour du mésocyclone et du nuage mûr. Mais le fait est qu'après tout ce temps, j'étais devenu le prof. Comment t'appelles ça au final? Bah des cellules. Des cellules. Et bien que je sois encore loin de tout savoir, je crois que je me sentais prêt à endosser ce rôle à mon tour. Ça rentre
Alors après l'initiation, le positionnement, le radar Doppler et la patience, j'avais encore pas mal de choses à apprendre à Aymeric, surtout concernant les structures nuageuses. Ça tombe bien, on allait faire face à un super schéma en taille réelle. Allez grand-mère, on y va. Juste après les travaux, on a vu que la supercellule était juste là devant nous, donc on a décidé de s'arrêter directement et de faire nos timelapses et nos photos. C'est quoi le risque de se faire toucher par un éclair? Au moins, mon élève abordait sa 5e leçon de chasse avec une certaine humilité. Putain mec, c'est magnifique. Encore à l'étage moyen, sur le structure, j'ai l'impression. Là, on sent bien les flots qui se renforcent là. Ce vent qui est dans notre dos, qui va droit vers l'orage, donc qui continue à l'alimenter en air chaud humide. Parfait. La supercellule se structure de plus en plus, et bien que la lumière soit un peu fade et qu'on manque de contraste, le potentiel de tornade lui reste bien marqué. Putain mais regarde-moi ce nuage. Comme en témoignent les nombreuses protubérances suspectes observées sous la base. L'image radar Doppler confirme également ces zones de rotation plutôt intenses, mais de moins en moins visibles à l'œil nu. Il y a effectivement 2 rotations, il y en a une qui est un peu noyée juste devant nous, je pense ici. Et une autre qui est encore plus à l'ouest, plus loin sur la route. Ah donc ils arrivent quoi. Plus par ici, mais On est en plein dedans là. je pense qu'on va être obligé plutôt de repartir vers l'est. Je sais pas, elle risque de descendre vers le Mexique, mais de toute façon... On va pas au Mexique quoi, hein. Après ce spot là, on a décidé de repartir un petit peu sur nos pas. On a eu de la chance, les travaux étaient partis, donc on n'a pas eu ce problème là. Et comme la supercellule continuait à avancer sud-sud-est, on s'est arrêté, je dirais à peu près 3-4 km un petit peu plus loin. Ah la vache, regarde-moi ça! Beaucoup trop de vent pour faire les timelapses là, beaucoup trop de vent. Alors qu'on subit toujours de violentes rafales, une voiture s'arrête à notre hauteur. Hello. Je reconnais Lucas qui avait accompagné la supercellule en arrivant par l'ouest et avec qui on échange quelques mots dans l'urgence, avant que l'orage me rappelle à son bon souvenir. Oh putain, oh le bruit! Il n'y a qu'une seule route qui fait une trajectoire ouest-est, donc on va être obligé de rester ici assez longtemps malgré le fait que la cellule commence à se décaler vers le sud. On va même commencer à être pris un peu dans la pluie, dans les premiers petits grêlons. C'est un truc de malade. Ah la vache. Oh. Oh. Putain mec, ils sont gros, hein. Fais attention. Ah putain, je vais rentrer dans la caisse moi. Même si c'était tout petit, hein, il devait faire à peine 1 centimètre, bah, c'était les plus gros grêlons que j'avais jamais vus. J'avais peur en fait qu'un grêlon me touche et je m'évanouisse ou je sais pas. Ça va, 2 cm à peu près, ça passe. Aïe. Je vais rester dans la caisse moi, juste attendre que ça passe. Hein. Je vais me protéger sur le côté. Moi je sais que les grêlons vont pas être trop énormes à l'endroit où on est, donc j'en profite pour continuer à faire des photos, des vidéos, dans la mesure où il y a des coups de foudre qui tombent un peu partout. Enfin, il y a vraiment une pure ambiance, j'essaye de capter un petit peu tout ça du mieux que possible. Il y a des câbles qui tombent là. Ouais. Je continue de la prendre. J'ai réussi quand même à capturer quelques timelapses de cette supercellule malgré le fait que c'est très difficile de mettre la caméra en place, de faire un timelapse qui va durer assez longtemps. Donc c'est vrai que j'ai appris quand même pas mal de cette première journée et j'ai vu à quel point les orages peuvent être assez intimidants quand on est juste à côté. C'est juste là. Oh, oh putain! Nice. Je peux voir qu'Aymeric, lui, était hyper excité d'être là. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de partager ma passion et de faire découvrir ça. Et donc de voir que ça le touche beaucoup comme ça me fait plaisir aussi. C'est bien abusé quand même. Ouais, franchement pour une première, c'est bien. Pour un marginal day, hein. risque de niveau 1 sur 5. Putain, j'imagine, même le potentiel.
La zone de rotation de l'orage quitte définitivement notre champ de vision vers des montagnes inaccessibles. Alors nous allons en profiter pour un ravitaillement indispensable au prochain village. Bon, je sais pas quelle heure il est là, il est 8h30, un truc comme ça. On s'est arrêté prendre de l'essence. On va voir si on continue à avoir un peu d'activité électrique. Oula. C'est pas loin ça. Juste derrière mon gars. On va se faire foudroyer à la station. T'es habitué à ce genre d'expérience là? Ouais, classique. Classique shit comme on dit en anglais, non? Et d'après Christophe, cette première journée serait juste un entraînement de niveau 1. Donc j'ai hâte de voir ce que les autres journées vont amener, ça c'est sûr. Le temps de rassurer quelques habitants un peu moins détendus, puis nous décidons de laisser partir les orages vers le Mexique, sans regret, et satisfait d'une journée qui n'annonçait rien d'extraordinaire sur le papier. Surtout qu'à la tombée de la nuit, alors que les étoiles réapparaissent, un formidable spectacle restait à observer. Nous aurons même la chance de capturer des sprites, ou farfadets en français, ces lueurs rouges très hautes en altitude au-dessus des orages. Il faudra que je consacre une vidéo entière à ce phénomène fascinant un de ces jours. Mais pour l'instant, direction l'hôtel histoire de préparer les chasses suivantes. Comment ça s'annonce pour demain? On va étudier un peu ce qu'on appelle les modèles MyFin, donc c'est ceux qu'on utilise, c'est les cartes météo de prévision de tous les paramètres de l'atmosphère, qu'on utilise à courte échéance, hein, c'est les cartes les plus précises. Et à force de chasser, bah, tu sais à quoi ça correspond, ça, quoi. T'as vu des cartes comme ça des milliers de fois, donc tu sais à peu près ce que ça peut donner. Ce que ça peut donner, parce que t'es toujours surpris quand même. Donc demain, on voit qu'il y a une instabilité diffuse partout, donc il va sans doute y avoir encore plein de petits orages sur Dallas, un peu plus au sud, sur San Antonio. Et puis en soirée, il y a vraiment une ligne d'orage qui se forme sur le Nouveau-Mexique. On voit que l'instabilité, elle est mangée par les orages, là. Il se passe toujours des petites choses que les modèles météo n'arrivent pas à anticiper et qui font que les situdes ne se passent pas exactement comme on pourrait l'imaginer. Même Red Teamer, il se gourde des fois. Bah, Red Teamer, ouais, des fois, il est pas au bon endroit. Les cartes des modèles ont parlé. Après notre incursion à la frontière mexicaine, il était temps de remonter vers le nord, voir si l'herbe y était plus verte. Spoiler alerte, elle l'était. Et ça y est, on est dans l'Oklahoma. Première fois dans l'Oklahoma pour moi. Et d'ailleurs, il y avait dans l'Oklahoma une nation qui s'appelait les Caddo et qui avait beaucoup de mythes et légendes autour des tornades. Mais est-ce que le dieu des tornades serait vraiment avec nous pour cette journée? Est-ce que j'ai interprété correctement les données météo malgré la fatigue? Ou est-ce que les orages se révéleront tout simplement à la hauteur de nos espoirs? C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. La situation à 16h30, eh bien, c'est un système orageux pour l'instant très diffus qui est outflow dominante comme on dit, donc c'est-à-dire avec trop de vent sortant de l'orage, trop froid pour que l'orage se structure et soit esthétique. Même si on voit des coups de foudre sur l'horizon, c'est sympa, mais en termes de structure nuageuse, c'est pas très beau, quoi. Mais on espère qu'en s'approchant, ce système il commence à prendre les vents du sud-est et donc il commence à aspirer plus d'humidité et que là il se structure et là on pourra lancer des timelapses. Donc pour l'instant on patiente, on le laisse s'approcher de nous. On a quand même quelques impacts d'éclairs assez intéressants. Je viens d'en voir deux autres là. À droite là, ça commence à s'agiter un peu. Bon, on a marché, la voiture est derrière là-bas. Et il y a des moustiques partout. Ça souffle là.
comme sur la chasse précédente, nous devions nous accrocher à nos trépieds. Mais cette fois-ci, le vent ne vient pas de la bonne direction. C'est l'air froid sortant de l'orage qui nous attaque et déstructure le ciel. Mais ouais, je suis rentré à l'intérieur de la voiture, j'ai calé la caméra juste là. Comme ça me permet de faire un timelapse sans vent, et ça c'est parfait. Christophe, il est là en train de tourner. Il a quand même eu quelques trucs sympas là, on a eu des trucs à peut-être 100 ou 200 mètres. Certes, la foudre s'est montrée, mais les orages n'auront jamais atteint la destinée que j'envisageais. Je ne peux m'empêcher d'être dans une torpeur de journée de chasse foireuse. Si on va plus vers l'ouest là-bas et qu'on regarde justement l'orage partir, on aura peut-être des belles couleurs, non? Peut-être. Peut-être s'il reste quelque chose de l'orage. Ah oui, c'est vrai que oui. Oh, un petit inter mignon. J'espère je l'ai. De son côté, Émeric jubile face à chaque éclair dont l'orage mourant nous gratifie. Ah le bruit qui va avec là, putain. C'est comme si je n'arrivais plus à me contenter des plaisirs simples. Je mentirais si je disais que je me rappelle exactement ce que j'ai ressenti lors de mes premières rencontres avec les orages de la Tornado Alley. C'est une expérience étrange à vivre. Les sentiments ont été enterrés sous des dizaines de souvenirs plus frais et plus vifs. Mais je garde en mémoire quelques symptômes physiques qui ne trompent pas. Par moments, j'ai vraiment des frissons de voir toute cette masse immense qui tourne à une vitesse incroyable. Est-ce inquiétant que je doive me concentrer pour tenter de raviver ces souvenirs? Que le fait qu'ils soient si loin sous-entend que l'excitation n'est plus la même et depuis déjà longtemps? Et on essaiera de toujours prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. En bref, est-ce que je suis blasé de la Tornado Alley? Une fois que l'orage se dissipe et que je rentre à la maison, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Et comment transmettre ma passion si je ne suis plus moi-même aussi passionné? Voilà, on dirait que c'est beau, mais en fait c'est moche. Espérons que les jours de chasse suivants amènent quelques réponses avant que je me retrouve dans une voie sans issue. Y a pas un pet de bruit à part les insectes, c'est un truc de fou. On découvre les bruits de la nature, c'est ça? Qui sont plus masqués par les poids lourds et les tondeuses. C'est relaxant, hein? Ouais, c'est bien là. Savourer les instants de calme est essentiel, car on sait qu'aux États-Unis, ils ne durent jamais très longtemps. Et pour cause, la chasse du jour nous emmène à 10 heures de route de là, au sud de Dallas, nous obligeant à traverser cette immense mégalopole. Entre échangeurs vertigineux et autoroute à 16 voies. Il faut au minimum 1 heure pour venir à bout de la 4e plus grande zone urbaine du pays. Tu me disais quoi sur les conducteurs à Dallas? Ils te collent, ils commencent à passer devant toi alors qu'ils sont à 10 cm. Ils te collent au huc, c'est... Ah, j'aime pas Dallas. À 2 doigts de devenir aigri, il était temps qu'on quitte cet enfer urbain pour rejoindre un ciel qui se chargeait de plus en plus. Dans la banlieue, les premières gouttes n'allaient plus tarder à frapper le pare-brise. Mais manque encore une réelle étincelle. On est vraiment au bord de mur, donc je pense qu'on va rester en dehors du gros noyau. Et après on va être bien positionné. Oh wow. C'est énorme. Ça a touché un arbre là? Non, c'est sur le poteau électrique, sur le poteau. Oh là. Énorme court-circuit. Là-bas aussi? Ah, c'est dans la continuité de la ligne, ça fait une surtension. J'ai jamais vu un truc aussi près. Ouais, bah pareil. Voilà au moins quelque chose que j'aurais vécu pour la première fois en même temps qu'Émeric. Et il avait raison en plus. La foudre frappe aussi un arbre à côté de la ligne électrique. J'avais bien fait de garder mes lunettes de soleil, tiens. Je sors là bientôt. Ouais, ce sera dans 5 miles, on va sortir. On voit bien le jupette là, la petite chute. Je sens bien l'impatience de mon coéquipier, mais en ce qui me concerne, je suis inquiet du déplacement déjà rapide de l'orage vers l'est. Il est assez par là. Et mais là par contre ça peut faire un beau timelapse, non? Ouais, j'ai peur que toi, faut pas qu'on soit hors de portée par la suite. Donc je sais qu'on est sur la corde raide. J'accorde tout de même un arrêt à l'équipe pour qu'on puisse shooter pendant 10 minutes cette partie de l'orage. J'ai déjà mon trépied, ma caméra, mon intervallomètre qui sont dans la voiture. Donc dès qu'on arrive à un endroit, moi je prends tout ça, je fais juste ma composition, puis 2-3 clics après, et le timelapse il est parti. Donc là je peux pas vraiment me poser trop de questions, quoi. Moi par contre, vous me connaissez, je m'en pose pas mal des questions.
Ah, ça fait un bon timelapse là. Ouais, j'ai peur qu'on le rattrape pas après. Quand on est un photographe timelapse, on doit toujours trouver la meilleure composition, on doit toujours être au bon endroit, au bon moment. Et faire de la chasse à la tornade, c'est ça, mais toutes les heures. Dans le sens où il faut qu'on se replace toutes les heures, même toutes les 20 minutes presque. Le problème, c'est que malgré la proximité de Dallas, on n'avait déjà plus vraiment de grands axes de circulation pour accompagner l'orage. Bien que le nuage mûr soit en vue face à nous, les petites routes sinueuses allaient nous obliger à de nombreux détours et pertes de temps. De quoi lancer une course-poursuite laborieuse derrière une supercellule au déplacement rapide. Il va nous falloir 1 heure de navigation pour rejoindre une autoroute et enfin réussir à rattraper le front de rafale provoqué par l'orage sur son flanc sud. Le but, c'est de réussir à repasser devant ce front nuageux-là, tu vois. On y est presque, ouais. Ça rotate. Ça tourne bien là. C'est fou comme on voit comment ça se crée là. Comment ça bouge. C'est magique. Les turbulences sont nombreuses à la rencontre entre les deux masses d'air, mais le risque de tornade principale se situerait bien plus au nord, sous le mésocyclone. Sauf qu'encore une fois, le temps de rejoindre l'orage, le vent froid a pris largement le dessus. Et en fait, la haute flow a tendance à avancer plus vite qu'elle, donc elle a du mal. Je comprends rapidement qu'il ne sert plus à rien de courir devant l'orage. Le système s'est fait démonter par l'air froid. Et c'est seulement un immense noyau de pluie qui va déferler sur nous. Ouais, je vois la pluie là-bas. C'est la petite pluie bretonne. Ça, c'est la petite pluie bretonne. Ah ouais, là, on est dans à peine du orange, je crois, là. Il était temps de s'arrêter et de faire un point sur notre sort. Combien d'heures de route pour le Colorado déjà? Tu veux retourner dans le Colorado? Bah, je crains que demain... C'est loin, mec, hein. C'est une dizaine d'heures. Ouais, je sais. T'as vu, là, la cellule, elle a fait un peu un crochet, là, presque, ça rentre dedans et tout. Et t'avances d'une image, déjà, c'est plus trop ça, et 2 images, t'as vu, ça fait un énorme arc comme ça. Putain, c'est chiant. Tu vois que là, fou. Et bah, bonne chasse de merde, hein, pour le coup. Une chasse complètement ratée. En partie parce qu'on a manqué de réactivité, et aussi parce que j'ai échoué à voir que les conditions ne seraient pas propices longtemps à l'avant de la cellule. 2 erreurs de stratégie suffisantes pour me plonger immédiatement dans le canyon du doute. Sur la courbe de confiance du chasseur, les hauts et les bas se font aussi vite que les courants dans une supercellule. À la moindre contrariété de la prévision ou de la stratégie, voire même face à des circonstances hors de contrôle, Chris, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça fait pchit. le moral est enclin à une chute où toutes les remises en question sont permises. Merde. Suis-je vraiment un bon chasseur? C'est quoi un bon chasseur d'ailleurs? Non, on va pas refaire le sketch. Mais c'est vrai que par moments, après quelques échecs, je ne me vois à la portée d'aucune des cases de ce qu'on pourrait considérer comme un bon chasseur. Et alors je me sens très peu légitime à donner des leçons de météo à ceux qui m'entourent. Le syndrome de l'imposteur en quelque sorte. Un sentiment exacerbé par le prisme déformant de ma médiatisation avec des guillemets. Il se trouve que l'apparition sur un écran fait gagner instantanément des points de crédibilité, indépendamment des compétences réelles de l'individu. Avec plein de gens qui me considèrent comme un bon prévisionniste juste parce que j'ai une chaîne YouTube, je m'attends à chaque instant à ce que ma fraude soit révélée au grand jour. Surveiller ses premiers développements. Et peu importe les réussites passées, qu'on peut sans doute attribuer à la chance ou à mes coéquipiers. Tomber dans cet état d'esprit lorsqu'on doit endosser un rôle de professeur n'est clairement pas idéal. Il y a vite de quoi culpabiliser si on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Là, franchement, ça me dégoûte pour toi, quoi. Ça me chie, j'ai envie de te montrer des trucs trop cool, quoi. Bah oui. Il reste une semaine, hein. Ouais. Heureusement, il suffit de peu pour reprendre des couleurs.
comme grâce à ces quelques orages secondaires à l'arrière de la situation principale qui aident à faire redescendre la pression et à relativiser. Après tout, on n'est sans doute pas les seuls à avoir été déçus aujourd'hui. Autant de chasseurs qui vont vouloir prendre leur revanche dès le lendemain, à 10 heures de route vers le nord. Pour cette journée, le potentiel était assez marqué à la frontière entre le Colorado, le Nouveau-Mexique et l'Oklahoma. C'est une zone de chasse qu'on aime bien en général, nous les chasseurs, parce que les paysages sont totalement vierges d'obstacles pour observer les orages au plus loin. Bon, ça y est, on est en train d'approcher la cellule qui s'est formée là sur le relief du Colorado. Ça a l'air très très joli tout ça. Dans 20 minutes, on va être bien positionné, on va pouvoir commencer à chuter. On va arriver un petit peu en retard sur l'initiation de cette cellule qui s'est formée sur le relief du Colorado, comme ça se fait à chaque fois par ici. On va donc l'intercepter en fait, en quelque sorte, sur sa trajectoire vers le sud-est. Oh, il y a une petite éolienne en plus là-bas. Ah ouais. Il y a une petite route qui y va en plus. Allez. Ça souffle un peu, hein. C'est du vent qui rentre dans l'orage, c'est parfait. Quand on voit les nuages qui rentrent là dans l'orage, on a vraiment un bon équilibre aujourd'hui, c'est beaucoup d'équilibre. C'est le parfait équilibre entre le vent sortant de l'orage de ce côté-là, le vent entrant ici et la grosse rotation au milieu. Ouais, on entend là. À ce moment-là, cette cellule, elle est même déjà en tornado warning. Au fur et à mesure que ça s'approche, on voit un petit peu mieux et honnêtement, moi je trouve ça déjà bien menaçant. Je me dis qu'on est vraiment pas si loin que ça de la tornade. Ouais, là ça tourne là. On y est, c'est la bataille finale, le duel ultime entre l'air froid et l'air chaud. Qui va l'emporter aujourd'hui ? Le chaos est en marche et de nombreux tourbillons apparaissent sur un axe horizontal. Il s'en faut de peu pour que le rouleau se redresse grâce au courant ascendant dans l'orage. Une lutte révélée une nouvelle fois par la magie du timelapse. L'orage commence à se décaler un peu sur notre droite. Malheureusement, je pensais qu'il allait venir plus vers nous. Ça nous aurait permis de shooter pendant plus longtemps. Mais finalement, il reprend une trajectoire un peu plus est. Donc on va devoir se décaler de quelques kilomètres vers l'est. La chasse avait beau être lancée, il allait falloir se méfier des pièges semés sur notre chemin. C'est le moment où on rejoint le convoi des chasseurs. Tous ceux qui étaient vraiment sous la cellule sont arrivés à cet endroit-là. Et sur la route, on commence à avoir beaucoup plus de monde. Donc pour moi c'était intéressant parce que c'était la première chasse où vraiment il y allait avoir des dizaines et des dizaines d'autres storm chasers dans le coin et c'est vraiment là où j'allais pu vivre un petit peu toutes les vidéos que j'ai vues de Chris justement avec tous ces chasseurs. D'ailleurs Aymeric me demande souvent quelles sont les conventions sociales un petit peu entre chasseurs pour savoir qui a la priorité, ce genre de choses. Mais on se débrouille pas si mal sur ce début de journée. Si on arrive à se reculer un petit peu, ce sera parfait pour le timelapse. Et c'est pas un slalom entre quelques chasseurs qui allait m'empêcher de continuer mon cours de météo. On était juste après les vaches là. Premier exercice du jour, vachement difficile, ne pas se laisser leurrer par des fausses tornades. Ces quelques fractus trompeurs, poussés par les courants froids de l'orage, ne doivent pas nous dévier du point d'intérêt principal. Surtout avec un objectif timelapse en tête. Travaille ton premier plan, c'est ça? Ouais. Si une tornade qui arrive, c'est à l'avant ou à l'arrière? Ce sera à droite. Mais je pense que c'est vraiment trop masqué dans la pluie là. On peut observer cet orage qui a tendance à devenir HP comme on dit, donc c'est-à-dire avec beaucoup de pluie.
Ça, c'est un petit peu la tendance malheureusement des orages de cette année, à avoir vraiment trop de précipitations et à cacher un peu notamment les zones de rotation pour voir les tornades. Allez Mike, on a l'impression qu'elle s'alimente toujours par l'est, donc normalement elle devrait tirer un peu plus vers l'est. Ça arrive trop vite. Là on vient de s'arrêter un petit peu plus loin. On a repris de l'avance sur la supercellule et vous pouvez voir, elle est juste magnifique quoi, ça y va très bien. On voit le heatflow qui est juste à droite, là ça rentre à l'intérieur. Et apparemment il y a des grêlons de 4, 5, 6 cm. Donc on va essayer de ne pas rester coincé à l'intérieur, sinon on serait un peu dans la merde. Ah, ça arrive vers nous là le truc. Excellent. On voit très vite que la supercellule, elle se rapproche très rapidement de nous et change un petit peu de direction. Elle allait descendre un petit peu vers le sud-sud-est maintenant. Elle a tendance à bifurquer. Il faut qu'on prenne cette route là. Ouais. Puis après se partir parce qu'il y en a une qui part vers l'est aussi. Putain, je sais pas, elle a tendance à se... Bon alors cette région c'est super, c'est sauvage et tout, mais évidemment la contrepartie, c'est encore une fois le manque de route. Seules 2 grandes routes sont disponibles pour contourner une zone totalement vierge. Celle sur laquelle nous étions continuait vers l'est, tandis qu'une autre partait plein sud. Le changement de trajectoire de cet orage allait changer aussi notre comportement à son égard. On va finalement devoir le retraverser. Du moins, c'est la stratégie que je choisis. Et aussi, j'ai envie de tester un peu Émeric en conditions extrêmes. Et je me dis qu'on va bien se marrer avec enfin un peu de grêle, un peu d'action. C'était la première fois où j'allais vivre ce qu'on appelle un core poaching, c'est ça? Core poaching. Donc c'est là où j'allais passer dans le cœur de la supercellule, donc ça veut dire avec de fortes pluies et forcément de la grêle. Sûr de toi? Ouais, on va aller tester. Parce que c'est quand même assez... Ça va être assez violent, c'est sûr. Ouais, j'ai envie de rentrer en vie quand même. C'est du repositionnement, core punching, parce que la bagnole devant elle fait. Bon, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la cellule, je surveille le radar pour savoir vraiment si on va pas se prendre des trop gros cailloux. Je dis à Émeric que si on commence à avoir vraiment des énormes pavés qui tombent sur la voiture, il faudra faire demi-tour tout de suite. Donc j'étais pas en confiance quand ça a commencé à avoir de la grêle qui tombe, mais Chris m'a dit vas-y continue. Continue, c'est la petite grêle pour l'instant. La lumière, on va sortir. Il y a de l'eau sur la route. Allez, on ressort, c'est bon. C'est bon, on voit le ciel. Bien fait. What the premier vrai core punching. Elle est où ma cigarette là? C'est fun, hein. C'est intéressant. Ouais. J'ai été bouche bée par la violence d'une supercellule comme ça. Techniquement parlant, c'est pas très grand, mais qu'est-ce que c'est violent par contre. Et c'était vraiment une belle expérience. Regarde, il y a un torrent quoi. Ouais. 41 degrés Fahrenheit. On était à 80 quelque chose tout à l'heure. Eh oui. Putain, ça a baissé déjà. 41, ça fait 5 degrés. Ouais. Ça fait 5 quoi. Ouais. Oh my god. Ça patine un peu là, ouais. On va mettre les chaînes. Hein. Mais non, c'était cool. C'est cool. Maintenant, on va se repositionner de l'autre côté de la cellule. Tu vas aller vers le sud ou on continue par là? Non, je pense qu'on va aller vers le sud et on va prendre une route est bien plus au sud. Parce que là, la cellule elle a tendance à se décaler quand même un peu vers le sud. Ok. Et elle va peut-être se renforcer à nouveau après. Là, elle affaiblit un peu, mais. Je pense qu'ils font à peu près 1 cm. Ils sont pas très gros, hein. On peut voir des trucs même encore plus grands parfois. Mais quand tu te prends ça sur la voiture, ça fait du bruit. Mais bon, c'était une bonne expérience de conduite. Oh la vache, c'est de la grêle.
ça que c'est rien, hein. Il y a des trucs qui font des tailles de balles de baseball. L'ambiance est assez irréelle après ce genre dans ce sillage en fait, de grêle laissé par la supercellule. Il va pas falloir traîner trop longtemps quand même parce qu'il faut pas oublier qu'on a un grand détour à faire pour revenir sur cet orage. Donc on se lance, c'est parti, on prend la route plein sud. C'est vrai que dans les vidéos, t'as l'impression que quand tu te repositionnes, en 10 minutes c'est fait. Et oui, ben. C'est 45 minutes, une fois. C'est vrai qu'on m'a déjà fait la remarque qu'il faudrait que j'indique les heures, quoi, mettre un peu des notions de temps, parce que je serai pas forcément en contact total. Et on arrive très vite au Nouveau-Mexique. Et au Nouveau-Mexique, dans la partie nord-est du Nouveau-Mexique, on a beaucoup de canyons. Et alors là, c'est encore plus sauvage, encore plus reculé. Ouais, complètement en dehors de la civilisation, à part une ou deux fermes qu'on va croiser de temps en temps. Le paysage prend encore du galon. Mais évidemment, qui dit endroit isolé dit perte totale de réseau internet. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que notre route, qui était relativement correcte, on va dire, jusqu'ici, va soudainement se transformer en route en terre. Ça part en dirt sans prévenir comme ça. Et ça va poser un peu problème, parce que moi, j'avais compté sur une route normale pour contourner cet orage. La bonne route, d'accord. Ouais. Ça allait tout droit de toute façon. Ah oui, ça c'est bien. Tu vois que ça va être comme ça pendant des bagues. Sans connexion et sans carte suffisamment précise, nous ne savions pas que nous avions encore 70 km à parcourir dans ce canyon sinueux avant de revenir vers les plaines ouvertes de l'Oklahoma. Donc forcément, ça nous fait aller un petit peu moins vite, mais ça nous donne quand même des vues assez jolies sur la supercellule qui était devant avec les différents reliefs. Ah, c'est trop beau là, putain. Moi, je serais chaud pour faire des time-lapse ici. Par là-bas. Ouais, c'est ça. C'est tellement beau avec le relief. On pourrait rester 5-10 minutes et puis on reprend quoi. Devant l'insistance d'Emeric, je suis obligé de lâcher du lest. Je ne dois pas oublier que l'un des objectifs du voyage était de lui offrir du time-lapse dans des cadres idylliques. C'est magnifique, on a la petite couleur turquoise que j'adore. On voit la pluie qui tombe, la pluie, la grêle. Et ça, c'est l'air froid, c'est ça que tu me disais? Ouais, c'est ça. Vous voyez le vent là qui s'agite. C'est super beau. Et là-bas, t'as vu, il y a des fractus sous la base principale au fond, là-bas. Au-dessus de la petite colline, la petite butte de droite, ça, là. Fractus, ça. Ça pourrait faire un wall cloud et une tornade si vraiment on va dans les conditions extrêmes, quoi. Extrême, ouais. En tout cas, c'est là-bas que ça se passe. La route en terre serpente vraiment dans le canyon, entre les reliefs. C'est vraiment super joli, mais à ce moment-là, je suis bien stressé parce que je vois cet énorme rideau de pluie et de grêle certainement sur notre gauche. Et je sais que si on n'arrive pas à passer, la chasse, elle sera bien mal engagée pour nous. On va se demi-tour encore. Si ça vient Bon, rien avec les canyons et j'ai pas de données, c'est l'enfer. On passe quasiment au ras de la supercellule, on a un petit peu de pluie et enfin on arrive à retrouver une route qui va aller un petit peu plus vers l'est et vers le sud-est. Le retour providentiel du bitume ne devait toutefois pas nous faire oublier la menace qui planait à notre gauche. Une tornade, quoi. La base, elle est là. C'est là qu'il y aura une tornade sur lui. Ouais. In extremis, on arrive à passer devant le rideau, ce qui fait vraiment du bien à ce moment-là. Hein, c'est un petit bol d'air frais. Ce qui nous permet de reprendre un petit peu de terrain sur la supercellule et
notamment de tourner des timelapses un petit peu plus longs que 2 minutes, parce qu'on était un petit peu plus loin. Donc voilà, on avait eu le temps de la voir arriver. Toujours des problèmes. Enfin ça, c'est quand le matériel fonctionne correctement. Non, il faut que j'aille chercher l'autre, putain. Même après des années de chasse, je trouve toujours aussi difficile de garder son sang-froid avec le matos lors de ces afflux d'adrénaline aux côtés d'une super cellule. C'est vrai que ça marche cette fois-ci. Elle a tendance d'ailleurs à se renforcer cette cellule. On sent qu'il y a de plus en plus de vent dans notre dos qui rentre vers l'orage et qui commence à former une base sombre bien plus large. J'ai l'impression que tu vois la base, elle s'est vraiment redensifiée, t'as vu? C'est bien lisse. Elle est très belle. Clairement, ça monte en gamme en termes de temps. C'est un peu bien là. Ouais, ça tourne bien. Les fractus dansent sous la base rotative de l'orage, comme depuis plusieurs heures maintenant. Autre constante, l'activité électrique est très timide à l'extérieur de cette cellule. Ça manque cruellement de foudre à se mettre sous l'objectif. Un avis partagé par les collègues franco-québécois dont nous ferons la connaissance par hasard sur ce spot. Ah, là, ça s'est roulé dans la pluie. Bah, en fait, elle est passée devant la zone de rotation. Tu vois, t'as la bande d'afflux là, ça rentre derrière le rideau de pluie. Et si ça tourne, c'est dans la pluie. Air froid, outflow, c'est le signal de départ. C'est bien, on a des voici Allez, enfin l'orage va finir par sortir de ce relief et rejoindre les plaines de l'Oklahoma, dans cette région qu'on appelle le Panhandle de l'Oklahoma. Alors on est sur des champs maintenant, on est sur quelque chose d'un peu plus cultivé, mais malgré tout, voilà, c'est le calme absolu, en dehors du grondement de l'orage, on est vraiment sur ces ambiances parfaitement paisibles du plein cœur de l'Oklahoma. Avec la nuit qui approche et l'aspect toujours très pluvieux de la supercellule, nous craignons que ce ne soit pas encore cette journée qui nous offrira une tornade esthétique. Je sais vous êtes déçus. Nous aussi. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir couru pendant des heures au devant d'un orage aussi puissant que majestueux. C'est vraiment une expérience de malade mental. Regardez-moi ces nuages. Autour de nous, pas un bruit, à part l'orage qui était au fond et qui se rapprochait. Et ça, je trouve ça assez magique. Comme ça, on passe d'un truc très chaotique à voilà, être paumé en plein milieu de l'Oklahoma avec juste le ronronnement de l'orage. C'était des sensations, des ambiances assez magiques que je ne savais pas pouvaient exister, quoi. Wow. Mec, c'est tellement beau, putain. C'est tellement beau.
simplement rester insensible face à la beauté insolente de ces supercellules américaines. Impossible. Évidemment que les émotions sont moins intenses qu'autrefois. Une certaine habitude s'est installée. Mais si j'affiche un peu plus de retenue devant ces scènes extraordinaires, c'est aussi par le sens des responsabilités qui grandit en moi. Devoir diriger la chasse et garder mes coéquipiers en sécurité. Allez, faut y aller! Cette responsabilité, je la ressens d'autant plus quand je croise certains d'entre vous, les plus jeunes, qui me disent avoir envie de devenir chasseurs de tornades à leur tour, ou qui ont commencé des études de météo grâce à moi. Moi, le type méga introverti avec zéro confiance en lui depuis toujours. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, on dirait que mes aventures vous ont inspiré. C'est ça la clé d'ailleurs, l'inspiration. Quand je regardais les documentaires à la télé en étant gosse, je m'en fichais un peu de savoir si les chasseurs qui racontaient leurs histoires étaient des grands scientifiques. Je les voyais juste kiffer la chasse. Se donner à fond pour vivre le plus d'événements exceptionnels. Et ça me faisait rêver, ça me donnait envie de faire la même chose. Oh, il y a une tornade là, il y a une tornade. Il y a une tornade, on Tornade à gauche. grosse tornade. Aujourd'hui, les vétérans de la chasse aux États-Unis sont pour la plupart toujours en service. Roger Hill, Gene Moore, Tim Marshall, voire même David Audley, du haut de ses 84 ans, continue d'arpenter les routes de la Tornado Alley. Si vous me suivez toujours depuis tout ce temps, c'est que la passion doit transparaître encore à travers mes contenus. Ça va être dingue, les gars. Elle s'exprime peut-être juste de manière un peu plus mature. C'est donc à ça que ça sert de vieillir. Comment tu te sens, mec? Bah écoute, je suis éclaté. À bientôt 40 ans, je n'ai pas encore d'enfant, mais le désir de transmettre est bien là. C'est pourquoi je me nourris du plaisir intense que prennent des néophytes à chaque nouvel orage qu'ils découvrent. Surtout si j'y ai en partie contribué. Et c'est aussi pourquoi je mets un point d'honneur à vous partager de plus en plus de science sur cette chaîne. Au moins, s'il devait m'arriver quelque chose un jour, j'aurais transmis un peu le relais et laissé une petite trace. Un peu comme chaque orage qui sera passé devant ma caméra avant de disparaître. Pas loin, cela! En parlant de disparaître, si vous voulez voir la fois où j'ai failli me faire griller comme une saucisse, et pour savoir si on a enfin chopé une tornade, rendez-vous sur la chaîne d'Emeric pour la suite de notre voyage, à travers 3 épisodes riches en sensations. Non! Je suis sérieuse, commence là. Il y avait 10% de chance de tornade, parce que je me dis ça y est, je vais peut-être enfin pouvoir voir ma première tornade.